سلمى التي ستناقش رسالة الدكتوراه والمعنونة بإيكواسيون دو لا ديناميك افيك لابروش نيميريك أمام اللجنة المكونة من الأستاذ الدكتور عيساوي المقدر، الأستاذ الدكتور حمزة الباي نائب مقدر، الأستاذ بن ربيعة والأستاذ مراد قربوع والأستاذ عمار قاسمية وأنا شخصيا. سيدة سلمى لديك ما بين 30 حتى 40 دقيقة لتطلعينا على أهم ما تعرضت له في هذه الرسالة. التوفيق. Monsieur le Président, Messieurs les membres du RE, honorable assistant, salam alaikum. Tout d'abord, je voudrais bien vous remercier de votre présence pour participer et évaluer la conclusion de ce modeste travail. Je voudrais également remercier mes directeurs de thèse pour leur inestimable aide et soutien. Alors aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter la conclusion de ma thèse intitulée Équation de la dynamique avec une approche numérique sous la direction du professeur Aïsaoui Mohamedi et professeur Gebay Hamza. Le thème de notre thèse est l'étude théorique et numérique d'une équation intégrale différentielle non linéaire de Volterra. Le choix de ce thème est motivé par l'intérêt pour la description mathématique des modèles mécaniques des processus sismiques en une dimension. Plus précisément, le phénomène de séisme. Les tests numériques montrent l'efficacité de ce type de modélisation. Alors, notre exposé est composé de 6 parties principales. La première partie est constituée d'une brève introduction. Nous présenterons dans la deuxième partie les généralités sur le phénomène physique en le présentant sous forme d'un modèle mécanique. Dans la troisième partie, nous proposons une étude analytique d'une équation intégrale différentielle non linéaire de Volterra qui modélise le phénomène de séisme à travers un modèle mécanique présenté dans la deuxième partie. Tout d'abord, dans la quatrième partie, nous étudions cette équation dans le sens numérique où nous construisons une méthode numérique d'approximation basée sur la vision de Nystrom pour approximer la solution de l'équation. La cinquième partie est consacrée aux résultats de calcul qui montrent l'efficacité de notre travail. Et pour finir, la dernière partie exposera une conclusion et quelques perspectives relatives à notre thème. Alors, on commence tout d'abord par une petite introduction. Un séisme ou troublement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de la fracturation des roches en profondeur. Celle-ci est due à l'accumulation d'une grande énergie qui se libère, créant des failles au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est atteint. L'étude mathématique du système d'équations qui décrit d'une manière suffisamment complète les phénomènes de séisme est donc force vitale. Mais comme la description mathématique de ce phénomène rencontre beaucoup d'obstacles techniques, on peut simplifier ces difficultés en étudiant seulement les équations qui décrivent le modèle mécanique des processus sismiques qui sont présentés par les équations intégrales différentielles non linéaires de Volterra. Alors, dans cette thèse, nous nous intéressons à la résolution théorique et numérique de l'équation intégrale différentielle non linéaire de Volterra du second type, découlante du modèle de tremblement de terre donné par la formule 1. Alors, la question qui se pose ici est comment peut-on modéliser le phénomène de séisme concrétisé à travers un modèle mécanique? La question à cette problématique est présentée dans l'article Solution of an Integral Differential Nonlinear Equation of Volterra arising of Earthquake Model, dont les auteurs sont professeur Hamza Gebay, docteur Samir Lemita et professeur Mohamed Zine Aïsaoui et moi-même. On s'intéresse à cette partie à la modélisation d'un séisme et équations associées, en commençant par une introduction au modèle physique. Nous nous intéressons à la modélisation du phénomène sismique résultant du mouvement des plaques tectoniques lors de leur mouvement
les plaques tectoniques peuvent entrer en collision le long des failles. Pendant qu'ils poursuivent leur mouvement, la pression augmente. Lorsque cette pression atteint un degré significatif, un glissement soudain de la plaque se produit. Alors, les trains de choc résultant libèrent de l'énergie sous forme d'ondes sismiques qui provoquent la sensation du tremblement. La modélisation de ce phénomène n'est pas du tout facile. Pour cela, dans notre étude, nous allons nous focaliser sur l'aspect de frottement entre les deux blocs de la faille. Les séismes sont classés selon la profondeur de leur épicentre en trois types. Les séismes superficiels, les séismes intermédiaires et les séismes profonds. Qu'est-ce qu'une faille? La faille est une structure tectonique consistant en un plan ou une zone de rupture le long duquel deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre, dans un contexte de déformation fragile. Les trois types de failles sont les failles normales, présentées dans la figure 1, les failles inverses, présentées dans la figure 2, et les failles décrochantes, présentées dans la figure 3, où la différence entre les trois types de failles c'est le mouvement entre elles. Dans le sens d'établir un système cohérent, conservant les aspects fondamentaux de notre phénomène et de présenter correctement le mécanisme de la machine sismique, nous considérons un modèle d'oscillateur de masse couplée, relié entre elles par un ressort de longueur L. X de t représente le déplacement de la grande masse M, Y de t celle de la petite masse, F est la force appliquée à la petite masse, dont R est la résistance, et T est la tension du ressort, donnée par la formule 2. Avec ρ est la constante de rigidité, et L de t est la variation de la longueur entre les deux masses à un instant t, donnée par la formule 3. Dans ce travail, nous allons négliger les effets de frottement et des forces externes. Ce choix est construit en prenant en considération les difficultés théoriques et numériques. Alors, en appliquant la seconde loi de Newton à ces deux masses, on obtient le système de repos donné par la formule 4 et le système à l'état de mouvement donné par la formule 5, où x de prime représente l'accélération de la grande masse et y de prime est l'accélération de la petite masse. H représente la fonction de Heaviside donnée par la formule 6. En utilisant la fonction delta définie par la formule 7, on peut réécrire les équations des systèmes précédents dans un seul système écrit sous la forme 8, avec x' et y' sont les vitesses de grande masse m et petite masse m respectivement. Comme le modèle représente une simulation du tremblement de terre et pour être bien posé, nous définissons la fonction sismique U par la formule 9, où U égale ρL moins R. Par conséquent, notre système peut réécrire avec la nouvelle fonction U et on peut le réécrire sous la forme 10, 11 et 12. Alors, si on applique une intégration double sur l'équation 10 et 11, on remplace les résultats dans l'équation 12. Sous les conditions initiales 13, on obtient alors l'équation 14. Cette équation présente une discontinuité donnée par la fonction delta. Alors, pour dépasser cette contrainte et pour résoudre l'équation 14, nous allons approcher cette fonction delta par une fonction plus lisse de classe C1, donnée par la formule 15, où la limite de delta xi tend vers delta pour xi tend vers 0. Alors, notre équation peut s'écrire avec la nouvelle fonction delta xi, et on peut l'écrire sous la forme 7. On peut de même calculer sa dérivée, où la dérivée est donnée par la formule 17. Pour
un t strictement positif, l'équation 16, qui est une équation intègre différentielle non linéaire de Volterra, pour écrire sous la forme simple 18, où K, le noyau K et la fonction f sont donnés par les formules 19 et 20. Pour effectuer l'étude analytique de cette équation, on a la partie théorie d'existence pour les équations de Volterra. Dans cette section, nous étudions un nouveau type d'équation intégro-différentielle non linéaire de Volterra qui représente la modélisation de tremblements de terre à travers un modèle mécanique présenté dans la partie précédente. Nous rappelons l'équation. Cette équation est donnée par la formule 21, sa dérivée par la formule 22. Les noyaux K et la fonction f sont donnés par les formules 23 et 24. Donc, il est clair que la fonction f et le noyau K vérifient les propriétés H. Où f est dans C1, il existe alpha, bêta bar dans R, tel que f de t entre alpha et bêta, f' entre alpha bar et bêta bar. Il existe un M strictement positif, tel que le noyau est continué. Alors, quel que soit U bar dans alpha bêta, V bar dans alpha bar bêta bar, il existe L bar dans R+, tel que le noyau est localement lipschitien. Alors, ces propriétés sont compatibles avec les hypothèses classiques de la résolution des équations intégro-différentielles de Volterra. Afin de démontrer l'existence de l'unicité de la solution de cette équation sous les propriétés H, nous allons utiliser la méthode de Picard qui consiste à la construction de deux suites successives données par la formule 25. Pour faciliter la procédure, il convient d'introduire phi n, où phi n est la soustraction entre les deux suites, un moins 1. De même, on définit un' par 27, où phi n' est la soustraction entre un' et un moins 1'. Alors, on obtient la somme finie de phi i égale à u1 et la somme finie de phi i' égale à u1'. On a le théorème d'existence de l'unicité de la solution de cette équation. Selon les propriétés H, et sachant qu'il existe une famille des points de l'intervalle 0t, tels que pour t dans delta i plus 1, l'équation 21 a une solution continue et unique dans C1. L'idée de la démonstration de ce théorème, alors, tout d'abord, nous démontrons l'existence de l'unicité de la solution dans un intervalle 0 delta 1, puis on démontre que cette solution peut être continuée à des autres intervalles successifs, delta 1, delta 2, delta 2, delta 3, et ainsi de suite. Sous des conditions appropriées, nous couvrons finalement tout l'intervalle 0t. Soit t dans 0 delta 1, d'après les propriétés H, on peut trouver une constante C telle que l'intégrale de noyau est continuée. D'après la propriété H, on peut choisir un nombre positif D tel que les inégalités 31 et 32 sont vérifiées. On définit les suites UN, phi n, U'N, phi', n, comme précédemment. Nous allons alors montrer par récurrence que la propriété Pn est satisfaite. Où UN entre alpha bêta, U'N entre alpha bar et bêta bar, phi n plus phi' n est majoré par ce terme-là. De même, la propriété Dn. Donc, il est facile à démontrer que la propriété Pn est satisfaite pour n égale à 1 et il reste à démontrer pour n plus 1. Alors, on suppose que Pn est satisfait et on démontre la propriété Pn plus 1. En effet, pour montrer que c'est 1 plus 1, il faut tout d'abord montrer l'inégalité 33. Alors, cette inégalité est vérifiée en appliquant la condition de Lipschitz dans H. Alors, en utilisant cette inégalité, on peut démontrer l'inégalité 34. Donc, C1 plus 1 est satisfaite. Maintenant, nous allons démontrer la propriété de 1 plus 1. En effet, d'après la définition de UN et U'N et l'inégalité précédente, on peut montrer l'inégalité 35. Ainsi,
d1 plus 1 est vérifié. Finalement, nous allons démontrer les propriétés A1 plus 1 et B1 plus 1. Alors, pour tout t dans 0 delta 1, on a l'inégalité 36 est vérifiée par définition. D'autre part, d'après l'inégalité D1 plus 1, on a l'inégalité 37 et 38 sont vérifiées. Alors, on démontre que UN plus 1 entre alpha et bêta, et U'1 plus 1 entre alpha bar et bêta bar, et ceci complète l'argument inductif. Puisque P1 est évidemment vrai pour tout n, cette limite rend évidemment que la suite UN converge uniformément vers la solution U. Alors, on peut écrire que la somme infinie de phi I est égale à U. Pour prouver que U satisfait à l'équation originale, 21, on pose que U égale U1 plus delta prime 1. Alors, U' égale U'1 plus delta prime 1. On trouve l'égalité 41. Appliquant la condition de Lipschitz H, on trouve et quelques estimations successives, on montre l'inégalité 42. Mais le deuxième membre de cette inégalité tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors la fonction U est satisfaite à l'équation originale et donc U est la solution de l'équation 21. Passons maintenant à l'unicité de la solution. Pour montrer que U est une solution continue unique, on suppose qu'il existe une autre solution utile de C1. Alors, pour tout t dans 0 delta 1, on a la différence entre les deux solutions est majorée par ce terme-là, donné par la formule 43. Puisque U et U tilde sont les deux continués dans 0 delta 1, il existe ainsi strictement positif, calcule la soustraction entre les deux solutions est majorée par C. Alors, on substitue cette inégalité dans 43, dans le deuxième membre de 43. On obtient l'inégalité 45. En répétant l'argument une fois, nous avons alors l'inégalité 46. Alors, pour n assez grand, le deuxième membre de cette inégalité tend vers 0, alors U égale à U tilde. Alors, on passe maintenant à l'étude, à les sous-intervalles, à les autres sous-intervalles dans notre grand intervalle. Alors, pour t dans delta 1, delta 2, on y crée l'équation sous la forme 47, où grand F est donné par la formule 48. I0 est la solution obtenue dans la première étape, mais l'équation 47 est la même équation de Volterra avec une origine décalée de 0 à delta 1. Alors, nous pouvons donc appliquer les mêmes étapes de base. On définit U égale I0 dans 0 delta 1 est égal à U1 dans delta 1 delta 2. Alors, il est clair que U est unique solution de 21 sur 0 delta 2. Cet argument peut être répété et comme il n'y a qu'un nombre fini de l'intervalle, de sous-intervalle dans 0t, nous construisons la solution dans tout l'intervalle. On passe maintenant à l'étude numérique des équations de Volterra. Dans cette section, nous étudions l'équation intégro-différentielle non linéaire de Volterra qui modélise le phénomène de troublement de Terre présenté dans les parties précédentes. Cette équation se présente sous la forme 50, avec le noyau K et la fonction f sont donnés par les formules suivantes. Rappelons les propriétés H. Dans la partie précédente, nous avons démontré que l'équation 50 admet une unique solution dans C1. En effet, dans cette section, on va utiliser une méthode numérique basée sur l'intégration numérique pour approximer la solution de l'équation. Cette équation est appelée la méthode de Nystrom. Pour illustrer cette méthode, on construit une subdivision de l'intervalle 0t et en appliquant la méthode de Nystrom pour l'approximation des intégrales
qui apparaissent dans notre équation en utilisant la formule quadratique 51, on obtient alors le système approximatif 52-55. Pour montrer l'existence ou l'unicité de la solution de ce système, on a besoin du lemme suivant. On considère le système 52-55. Pour un fixé, il existe alpha 1, bêta 1, alpha 1 bar, bêta 1 bar, tel que UN entre alpha 1 et bêta 1, et VN entre alpha 1 bar et bêta 1 bar. Le théorème suivant montre l'existence et l'unicité de la solution du système 52-55 sous les propriétés H. Alors, sous les propriétés H, il faut H suffisamment petit. Le système 52-55 avec les conditions 56 et 57 dans le lemme précédent admet une unique solution. L'édit de la démonstration de ce théorème, l'existence de la solution de l'équation 54 est assurée par la formule de récurrence. Par conséquent, il suffit de résoudre l'équation 55. Pour cela, on définit psi n tel que psi n est défini par 62. Pour tout x, y en R, on a l'égalité 36. Donc, d'après la condition de Lipschitz mentionnée dans les propriétés H et le lemme 4.1, on trouve l'inégalité 64. D'où psi n est contractante pour H suffisamment petite. En utilisant le théorème de Banach, on obtient le résultat. On passe maintenant à l'étude de l'erreur. Dans cette section, nous montrerons que la méthode numérique construite dans la section précédente converge vers la solution exacte de la solution. Alors, on définit l'erreur epsilon n par 65 et la méthode est convergente si la limite de epsilon n tend vers 0 pour h assez petit. Nous définissons l'erreur de consistance par delta par la formule 66. Alors, la méthode d'approximation du système 52-55 est consistante avec l'équation 50 si la limite de delta tend vers 0 pour h tend vers 0. Le théorème suivant montre la convergence de notre méthode numérique construite. Si la méthode d'approximation du système 52-55 est consistante avec l'équation 50, alors la limite de epsilon n égale à 0 pour h suffisamment petit. Donc, l'idée de la démonstration de ce théorème, pour n supérieur ou égal à 1, et à l'aide des hypothèses h et la définition de la consistance delta, on obtient l'inégalité et quelques estimations successives, on obtient l'inégalité 67. Mais ce terme-là dans cette inégalité est majoré par ce terme dans l'inégalité 68. On peut montrer que la limite de ce terme-là est finie. Alors, il existe un θ positif tel que ce terme est inférieur à θ. Comme ce terme est inférieur à θ, pour h suffisamment petite, et si la méthode est consistante, alors l'erreur tend vers 0. Alors, on obtient le résultat. Dans cette section, on va présenter quelques résultats numériques qui montrent l'efficacité de notre modèle. Alors, dans cette partie, nous étudions une approche numérique des modèles sismiques dans une dimension. Dans une situation réelle, le problème sismique est de nature tridimensionnelle. Cependant, vu la complexité de phénomènes, nous allons étudier le modèle en le considérant en une seule dimension. Pour illustrer la performance de l'approximation de notre modèle,
nous allons établir les résultats par une simulation expérimentale des phénomènes séismes en utilisant la méthode d'approximation de Nystrom appliquée dans la partie précédente. Alors, les résultats obtenus dans cette section sont considérés comme préliminaires pour obtenir une information préalable sur le problème réel. Nous rappelons notre équation, et elle est donnée par la formule 69, avec, donc pour effectuer le calcul, nous devons clarifier certains paramètres qui interviennent dans notre équation. En effet, les paramètres physiques sont choisis arbitrairement, où ρ égale à 10 newtons par mètre, petite masse est égale à 10 grammes, grande masse est égale à 50 000 grammes, la résistance est donnée par 2 newtons et la force par 3 newtons, dans une discrétisation 1000, dans un intervalle 0,50. Alors, nous choisissons WI selon la règle trapézoïdale. Alors, UN est calculé directement à partir des termes précédents, mais Vn est approché en utilisant une suite de points fixes de Banach avec la condition d'arrêt 10 à la puissance moins 7. Les résultats de calcul numérique pour ces valeurs sont illustrés dans les figures 5, 6 et 7. La figure 5 représente la fonction sismique U. On voit dans ce graphe que le graphe est similaire à celle des propagations d'ondes sismiques. Donc, les résultats présentés dans ce graphe est compatible avec le mécanisme de la machine sismique. Et il montre l'efficacité de notre procédure et la bonne vision de notre modélisation. La figure 6 représente la vitesse de la masse m. Donc, on peut voir dans ce graphe que la vitesse peut prendre des valeurs négatives au cours du temps et c'est une contradiction avec la réalité. Cette dernière est due à l'approche théorique consistant à remplacer la fonction delta par une fonction plus lisse delta xi. En outre, à la propagation d'erreurs de l'approximation numérique en utilisant la méthode de Nystrom. La figure 7 représente la position de la masse m. Donc, on remarque dans ce graphe que la masse m est fit des sauts au cours de son déplacement au cours du temps. Alors, ces sauts reflètent les valeurs de vitesse nulle enregistrées dans nos résultats, ce qui apprécie notre bonne vision de l'approximation du phénomène. À ce stade, le lecteur peut poser la question suivante. Que se passe-t-il lorsque xi se rapproche des zéros? La réponse est aucune influence, car les courbes de U, x et x' conservent la même forme si nous remplaçons delta xi par delta dans notre programme, ce qui apparaît dans les figures 5, 6 et 7. Ainsi, la fonction delta xi n'a aucun effet contribuant numériquement et elle n'a servi que pour l'étude théorique de notre problème. Alors, le tableau suivant montre que chaque fois que la discrétisation n augmente, le minimum de la vitesse converge vers 0. Alors, ici, pour n, pour 250 discrétisations, le min est égal à moins 0,000. Mais pour 2000 discrétisations, le minimum converge vers 0. On constate au niveau de ce tableau que les vitesses proches de 0, qui ont considéré comme nulles, expliquent les sauts de la masse m qu'on a cités auparavant. Alors, on se termine par une conclusion et quelques perspectives relatives à notre recherche. Le travail présenté dans cette thèse s'est porté sur la résolution d'une équation intégro-différentielle non linéaire de Volterra, découlante de la construction d'un nouveau type de modélisation du phénomène de séisme. Nous avons présenté le mouvement des plaques tectoniques à travers un modèle mécanique en utilisant des fonctions mathématiques
et des lois physiques usuelles par une équation integro-différentielle non linéaire de Volterra. Nous avons démontré l'existence et l'unicité de la solution de cette équation dans le sens analytique en utilisant la méthode de Picard. En outre, nous avons utilisé une méthode numérique basée sur l'intégration numérique pour approximer la solution de l'équation. Les tests numériques montrent l'efficacité de la méthode et la consistance de notre modèle. Alors, les perspectives dans notre travail. De point de vue d'application, nous avons réussi à étudier le modèle physique où la résistance est constante. Nous pouvons donc croire que nos résultats ouvrent une voie vers l'étude de cas où la résistance n'est pas constante, l'étude de cas des dimensions 2 et 3, vers la recherche d'une bonne vision d'approximation de notre modèle avec des paramètres physiques plus réels. Ces situations sont assez naturelles, représentent des nouveaux défis mathématiques, cependant, on espère d'obtenir des résultats réalistes et convaincants. Alors, voici quelques références qu'on a utilisées dans notre recherche. Et merci pour votre attention.